Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des sites WooCommerce, donc des sites e-commerce construits sur la plateforme WordPress associée à l'extension WooCommerce. Et maintenant, j'ai quelques années d'expérience avec ce type de site à travers les résultats obtenus par mes clients. Et évidemment, il y en a qui ont très bien fonctionné et qui font du gros chiffre d'affaires en termes de millions par année grâce à leur site WooCommerce. Et donc, je voulais partager avec vous mon expérience et quelques réflexions qui, j'espère, pourront vous conseiller. Alors, si vous cherchez une vidéo rapide qui vous explique comment gagner des millions avec WooCommerce, je vous dis tout de suite, ça n'existe pas. C'est vraiment difficile, mais c'est tout à fait possible. Donc, j'espère que cette vidéo va vous intéresser. N'hésitez pas à l'écouter tranquillement, ça sera peut-être un petit peu long. Et j'espère que les quelques enseignements que j'ai tirés de ces différentes expériences pourront vous servir plus tard. Donc, la partie quand même qui est nécessaire, à laquelle on doit réfléchir, c'est qu'est-ce qu'on doit vendre. Alors, si vous partez pour créer un site e-commerce qui va vendre la même chose que les autres, c'est pas forcément nécessaire. Tout simplement parce que s'il y a déjà beaucoup de sites e-commerce qui vendent des produits qui sont déjà disponibles ailleurs, sur les grandes plateformes comme Amazon, Cdiscount, Fnac, etc., ça va pas fonctionner simplement, clairement. Mais ce que j'ai remarqué chez mes différents clients, c'est qu'ils ont tendance à vendre des produits qui sont plus destinés aux entreprises, donc en B2B, qui peuvent servir aux particuliers. Et ce sont jamais des produits qu'on peut trouver facilement dans des grandes surfaces ou sur Amazon. Donc c'est un choix de marché qui est délibéré et qui amène sur la partie commerce en ligne des produits qui ne sont pas facilement normalement trouvables. Et donc pour ça, bah, il y a une analyse de la concurrente qui est faite par l'entreprise pour déterminer si le produit est viable, si la vente sur Internet peut se faire, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains clients qui ont été les premiers à vendre certains produits, à commercialiser certains produits en ligne. C'est des produits qui étaient, comment dire, difficilement commercialisables, ou qui étaient commercialisés plutôt sur catalogue papier, etc. avant. Donc ça s'est produit il y a seulement quelques années, et il y a encore beaucoup d'exemples de produits comme ça qui peuvent être vendus en ligne et qui ne le sont pas forcément. Alors ensuite, évidemment, on peut se demander pourquoi choisir WooCommerce. Il y a plein d'autres systèmes e-commerce qui fonctionnent bien. Il y a Shopify, il y a PrestaShop, etc. On peut vendre directement sur des places de marché, même sur eBay, etc. Et en fait, le choix de WooCommerce, il a pratiquement systématiquement été fait parce qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise qui avait déjà travaillé avec WordPress. Donc soit chez un précédent client, soit en formation dans une école, ou soit personnellement. Et donc, pour cette personne, monter le site e-commerce a été très rapide, parce que ça a été fait avec WordPress, et donc son extension WooCommerce, qui est, on va dire, l'extension la plus populaire en termes de e-commerce. Donc, c'est pas un mauvais choix, c'est un choix qui se défend. Il y a quelques contraintes, mais ça a aussi pas mal d'avantages, puisque de toute façon, WordPress et WooCommerce sont développés en PHP, et donc ça permet de trouver assez facilement un développeur qui va permettre d'ajouter des extensions, de créer des fonctionnements particuliers si le site e-commerce en a besoin. Donc comme WordPress a un système d'extension et un écosystème qu'on peut dire mature, donc c'est plutôt pas un mauvais choix, mais ça ne veut pas dire que si vous choisissez PrestaShop, pardon, Wix ou Shopify, c'est un mauvais choix. Voilà. Donc moi personnellement, par exemple, j'ai aussi pas mal d'expérience avec Wix, qui est un choix également intéressant avec quelques contraintes, mais ça permet d'avoir des bons résultats également. Alors il y a une question qui est généralement négligée, c'est le choix de l'hébergeur. Alors on pense que l'hébergement c'est simplement poser son site et voilà, ça fonctionne, mais il y a quand même un petit peu de réflexion à avoir à ce niveau. Et on va dire qu'il y a deux grands choix. Il y a le choix soit héberger chez un hébergeur spécialisé comme OVH, comme O2Switch par exemple, ou d'autres, ou soit utiliser la plateforme officielle d'hébergement WordPress.com. Donc moi j'ai vu les deux, je trouve que les deux ont des avantages et des inconvénients. Globalement, l'expérience WordPress.com est très bonne, mais elle a quand même un défaut, c'est que les serveurs aujourd'hui sont assez éloignés de la France, et donc il y a un temps de réponse, un temps de latence avant d'accéder au site internet qui est un peu plus lent que si vous hébergez en France.
Donc ça, c'est plutôt un avantage pour les solutions d'hébergement qui sont en Europe, comme OVH par exemple, qui héberge localement et donc très proche du futur client le système e-commerce. WordPress.com, par exemple, a aussi des avantages en termes de services associés. Donc, il y a un service qui permet de mettre à jour automatiquement les extensions. Il y a également tout un outil de sauvegarde et de restauration du site qui est vraiment très performant et qui a déjà été utilisé avec succès chez des clients. Donc, ça permet d'avoir une solution entièrement managée euh, qui permet de rétablir le site à toute heure du jour et de la nuit, ce qui n'est pas toujours le cas sur un hébergement local. Il y a aussi des choses à savoir en matière de sécurité, c'est qu'un hébergement comme WordPress.com propose des solutions de sécurité, anti-piratage, anti-attaque, que ne vous retrouverez pas forcément par défaut sur un hébergement classique. Alors maintenant, ils en sont tous dotés, mais c'est des services supplémentaires qui peuvent coûter assez cher. Donc voilà pour la partie hébergement. Finalement, c'est à vous de voir, mais sachez que si vous optez pour un hébergement chez un hébergeur classique type OVH, etc., il va vous falloir une personne quand même qui sera chargée de monitorer le site internet, de vérifier que ça fonctionne bien et éventuellement de le restaurer en cas de crash, de plantage, de piratage. Et ça a un coût supplémentaire, alors que c'est quelque chose que vous pouvez faire simplement avec l'interface WordPress.com. Alors tout ce dont je parle ici assez rapidement, c'est accessible sur un article que vous avez dans les liens de la description et que je vous invite à aller voir, parce que il y a quand même pas mal de choses, et je pense que ça pourra vous intéresser. Donc là, on a vu pourquoi choisir WooCommerce, comment héberger. Moi, ce que je vous recommande plutôt pour l'hébergement, c'est WordPress.com quand même. C'est ce qui me semble y avoir de plus simple pour les petites structures qui n'ont pas envie forcément d'avoir un service de gérance informatique, etc. Donc plutôt pour les entreprises qui font déjà du commerce et qui veulent se lancer dans le e-commerce pour vendre leurs produits. Alors après, on va s'attaquer aux choses les plus importantes, c'est-à-dire comment bien configurer son site WooCommerce pour vendre ses produits, et puis également pour que les produits se retrouvent sur Google. Donc ça, je pense que ça va intéresser les gens qui s'intéressent au référencement naturel, puisque comme vous le savez, si votre site est bien positionné sur Google, vous avez des coûts moins importants en termes de publicité. En particulier, des publicités Google, Google Ads, vont vous coûter un peu moins cher parce que vous n'aurez pas à payer systématiquement pour avoir vos produits en première position. Donc ça, c'est quand même assez intéressant avec un site e-commerce parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de sites e-commerce. La concurrence est importante, en particulier si vous choisissez un produit qui est déjà disponible ailleurs. Et donc, bien travailler cette partie, c'est intéressant. Donc, la première chose à prendre en compte, et ça, c'est quelque chose, enfin, c'est une chose que j'ai remarqué que les gens qui ont des sites e-commerce ne pensent pas forcément, c'est le menu du site. Donc, pour moi, c'est clair, la partie menu de WordPress ou WooCommerce classique et par défaut, et pas adapté à des gros sites e-commerce qui vont vendre des centaines ou des milliers de produits. Donc là, il va vous falloir utiliser un plugin de menu plus performant, voire construire une solution sur mesure. Alors parmi les solutions sur mesure que j'ai trouvé intéressantes, il y a tout simplement utiliser un constructeur de page comme Elementor pour créer un menu pop-up qui va s'afficher. Et ça, l'utilisation d'un système comme Elementor, ça va permettre aux équipes qui gèrent le site de construire simplement leur menu à la manière d'un éditeur de texte, de le publier sans avoir à rentrer trop dans les détails et la configuration WordPress. Le souci, c'est que c'est un peu lent, et donc il y a une deuxième solution que j'ai déjà vue, qui est assez intéressante, c'est tout simplement de coder directement en HTML dans le template du site le menu du site. Donc ça, le souci de cette solution, c'est que ça nécessite un programmeur, mais c'est une solution qui permet aussi d'être beaucoup plus réactif, d'être rapide à charger, et ça permet des choses beaucoup plus pointues et beaucoup plus fines au niveau du référencement naturel, si vous avez un consultant en référencement, puisque lui, il va pouvoir vous conseiller de charger par exemple le menu par JavaScript, ou de rajouter du petit balisage HTML un peu plus poussé et un peu plus intéressant, notamment pour travailler le maillage interne. Donc ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir, c'est-à-dire comment vous allez présenter vos produits
et la manière dont le menu utilisateur va permettre à vos clients de trouver facilement les produits, mais également la manière dont le menu va être chargé de travailler le maillage interne qui va permettre la découverte de ces produits à Google et leur bon référencement. Deuxième chose à prendre en compte, ce sont les extensions SEO, donc pour le référencement. Donc évidemment, il va vous falloir une extension. J'ai rarement eu besoin d'utiliser une version payante d'un plugin de référencement WordPress et WooCommerce. Et on va dire que sans surprise, c'est l'extension Yoast SEO qui est la plus appréciée et que j'ai retrouvée chez tous mes clients. Alors les extensions SEO ont leur lot de problèmes. J'ai également écrit un article là-dessus. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo, donc on va passer rapidement. Mais en gros, si vous installez Yoast SEO, votre site est bien parti, en tout cas pour régler les principaux éléments qui seront nécessaires au référencement de votre site WooCommerce. Donc voilà, donc l'objectif de cette vidéo, c'est pas forcément s'étendre sur tous les sujets. Si vous voulez que je fasse une vidéo plus complète sur un passage en particulier, je pourrais le faire et rentrer dans les détails. Donc, une fois qu'on a réfléchi au menu et qu'on a trouvé la bonne extension SEO, tout simplement, il faut paramétrer WooCommerce et WordPress. Alors là, c'est un cas que je vois toujours, c'est qu'il y a toujours des erreurs de paramétrage, WooCommerce en particulier, puisque le site est mis en ligne généralement assez rapidement. On est content, le site fonctionne bien, c'est l'avantage de WordPress et de WooCommerce. On installe tout et on a déjà un début de site. On n'a plus qu'à installer un template, commencer à configurer ses produits, etc. Mais il faut quand même bien penser euh, à la façon dont on va vendre les produits, et en particulier au niveau de tout ce qui est réglementaire. Donc je parle de la TVA, de la configuration des prix, etc. Mais également des options de livraison et de paiement. Donc je pense que ça vaut le coup de passer pas mal de temps dans le paramétrage de WooCommerce, de lire la documentation, etc. Et de penser à la façon dont on va régler les différents aspects du site. Par exemple, vous pouvez avoir différents taux de TVA sur des produits. Des produits peuvent se livrer pas de la même manière, il y a des remises en main propres, etc. Euh, et donc tout ça, c'est mieux de le faire en amont, c'est-à-dire avant de commencer à vendre des produits, de façon à paramétrer ensuite les produits correctement. Donc je sais que c'est un travail assez long et qu'on n'a pas envie de faire, de se plonger dans la documentation, mais je considère que c'est essentiel pour partir sur des bonnes bases et pas perdre du temps ensuite et pouvoir travailler vraiment sur le référencement de son site internet, sur les contenus, etc. Donc une fois qu'on a bien paramétré, il va falloir penser au classement de ces produits sur le site. Donc là, il faut bien distinguer le menu utilisateur, c'est-à-dire la façon dont le client va trouver les produits, de la hiérarchie de catégories et de produits qu'on va paramétrer à l'intérieur de WooCommerce. Donc dans WooCommerce, on a un élément qui s'appelle catégorie qui permet de tout simplement ranger les produits par catégorie. Ces catégories peuvent avoir des sous-catégories, donc on peut imaginer une catégorie vêtements par exemple, ensuite pantalons, ensuite short, chino, jean, etc. Donc là on aura différentes catégories. Donc il faut bien réfléchir à ces catégories, puisque sur le site, il sera possible d'associer à chaque catégorie une page dédiée que le client pourra aller voir, le client mais également Google. Donc on va faire du référencement sur ces catégories. En tout cas, c'est une stratégie qu'on a choisie. Évidemment, si vous vendez que 15, 20 ou peut-être 30 produits, vous n'aurez pas besoin de travailler beaucoup sur ces catégories et on va plutôt s'appliquer à faire du référencement sur les produits. Mais si vous vendez des centaines ou des milliers de produits, comme je l'ai déjà vu, ces pages catégories et la hiérarchie des catégories va devenir très importante. Et ça va surtout impacter la stratégie de référencement et le maillage interne, c'est-à-dire les liens entre les pages de votre site qui seront mis en place, et donc pour favoriser le référencement de vos produits dans Google et les autres moteurs de recherche. Prenez le temps de bien catégoriser et également en faisant les catégories de penser à ce que vos clients et les visiteurs de votre site vont chercher. Voilà. Est-ce que mon client recherche par exemple un jean bleu en taille 36 ou tout simplement un jean ou tout simplement un jean bleu ou tout simplement un jean de designer par exemple. Donc tout ça,
toute cette réflexion, ça va vous aider à créer les catégories. Donc l'avantage des catégories dans WordPress, c'est que c'est jamais figé, on peut toujours les retravailler, mais une fois de plus, si on part sur les bonnes bases, on aura plus de chances de réussir. Ensuite, il va falloir créer les produits. Et pour moi, ce qui est essentiel, c'est de créer des liens entre les produits et les catégories et de bien réaliser ça, ce qu'on appelle le maillage interne. Donc là, c'est un point un peu plus pointu, mais je vais insister sur quelque chose, c'est que WooCommerce nous offre une option de créer et de modifier des produits en important un fichier CSV. Donc un fichier CSV qui peut être travaillé dans Excel, par exemple, et ça va permettre d'importer rapidement des grandes quantités de produits, mais également en modification de régler le nom des produits et différents paramètres SEO qui seront apportés par vos plugins. Donc par exemple, comme la valise HTML title qui est très importante, la méta description, etc. Cet outil d'import vous permet aussi de changer les descriptions courtes et les descriptions longues des produits, et donc d'ajouter beaucoup de contenu sur votre site, à condition que celui-ci ait été préalablement construit et pensé avec Excel auparavant. Donc moi je vous conseille de vraiment vous tourner vers cet outil d'import, surtout si vous travaillez avec des centaines ou des milliers de produits, parce que ça va vous simplifier la vie, ça va vous faire gagner énormément de temps, et vos équipes n'auront pas à modifier manuellement chaque produit. Donc là, logiquement, on devra avoir un site WooCommerce qui est, on va dire, globalement pensé, qui est globalement paramétré, vous avez une hiérarchie, vous savez quel produit vous allez ajouter. Et puis après, il va vous falloir quand même, comme vous êtes dans un site e-commerce, il va vous falloir vendre les produits, il va falloir que vos clients puissent les payer et que vous puissiez les livrer. Donc là, il va vous falloir trouver les bons plugins et extensions à utiliser pour tout ce qui est paiement et livraison. Donc là, il y a beaucoup de produits qui peuvent être également vendus en groupe. Il y a également des produits qui peuvent avoir des tarifs dégressifs en fonction du volume. Si vous achetez 3000 stylos, ça ne sera pas le même prix que vous allez facturer à votre client que s'il en achète deux, par exemple. Donc tout ça, c'est une réflexion qu'il faut également avoir pour trouver les bons plugins, les bonnes extensions à paramétrer. Et donc, parmi celles-ci, j'ai noté donc les modules de paiement, les modules de livraison, les modules réglementaires sur tout ce qui concerne la directive RGPD ou la gestion des cookies, les modules de tarification aussi. Est-ce que vous faites des bundles de produits? Est-ce qu'il y a une tarification dégressive en fonction du volume ou du poids? Les différents modules de mise en page que vous seriez amené à utiliser comme Elementor, Divi. Et enfin, la traduction. Donc là, je vais faire un petit chapitre spécial sur la traduction, parce qu'il y a quelques petits trucs à dire. Et donc, l'objectif pour moi, c'est de ne trouver que les modules qui sont réellement nécessaires au fonctionnement du site, parce que plus vous allez avoir des extensions ajoutées à WordPress, et plus la maintenance et les mises à jour seront compliquées, avec les risques à chaque mise à jour de voir des dysfonctionnements sur le site ou des comportements qui changent. Donc là encore, n'utilisez que les extensions dont vous avez vraiment besoin. Alors, comme je vous l'ai dit, on va faire un petit point sur les traductions, puisque si vous souhaitez commercialiser des produits à l'international, donc il est nécessaire de bien étudier le marché avant. Tous les produits qu'on arrive à vendre facilement en France ne sont pas vendables de la même manière à l'international. Chaque langue et chaque culture a ses particularités. Il peut y avoir des concurrents à l'international également, qui peuvent être plus importants qu'en France, donc ça peut être difficile. Et l'investissement dans une traduction n'est pas négligeable. Donc si vous avez 5 à 10 produits, ça va. Si vous en avez 100 à 200, ça devient compliqué. Et si vous en avez 1000, 2000, 3000, la traduction va vous coûter plus cher et ça sera un investissement important. Donc on peut penser par exemple qu'une simple traduction en anglais peut faire l'affaire, puisque la plupart des gens sont anglophones aujourd'hui, mais vous allez vite vous rendre compte qu'on va se rentrer en concurrence avec des autres sites e-commerce qui auront des traductions anglaises et ou des sites américains directement. Et donc la traduction sera beaucoup plus dure. En traduisant en anglais aussi, on se coupe des marchés, par exemple de l'Espagne, de l'Allemagne, etc.
Donc il est possible que vous ayez plus d'opportunités, par exemple, sur ces pays, l'Allemagne ou l'Espagne ou l'Italie même. Tout simplement parce qu'il y aura moins de concurrence. Donc ça, c'est vraiment un choix à faire, vers quelle langue on se dirige. Ensuite, il faut trouver une extension de traduction. Donc généralement, on utilise WPML, qui est une extension assez lourde, un peu coûteuse, mais qui fait généralement bien le travail et qui, couplé à WooCommerce, permet de traduire tout le site WordPress, mais également toutes les descriptions et les catégories des produits, et tout ce qui concerne le flux d'achat, e-commerce, le panier, etc. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte avec ce type d'extension, c'est que dès que vous modifiez un produit, une description, un nom, etc., il va falloir repasser par un processus de traduction. Donc c'est un processus qui est quand même coûteux. Et donc plus votre site fonctionnera dans des langues différentes, et plus ces coûts seront importants. Et donc, c'est un coût humain si vous avez un traducteur, ça peut être un coût financier important si vous faites appel à une société spécialisée de traduction, ça a même un coût si vous faites de la traduction automatique avec WPML, puisque le système WPML va vous facturer chaque mot que vous traduisez. Et donc, avant de vous lancer à l'international, moi je vous conseille de procéder vraiment étape par étape, langue par langue, et de bien étudier votre marché. Alors pour ce qui est du référencement naturel, le SEO, les sites à l'international répondent assez bien d'après mon expérience en appliquant les mêmes conseils que sur le marché français, en travaillant bien les mots-clés, les liens internes, les descriptions, les contenus, etc. Mais il y a parfois des spécificités sur certaines expressions de recherche et des choses qui ne sont pas très faciles à trouver et à étudier lorsqu'on n'est pas natif du pays. Donc si vous voulez vraiment vous étendre sur un nouveau marché, il faudra peut-être faire appel à un consultant en référencement spécialisé sur ce marché, un consultant local qui comprendra mieux les habitudes de consommation de vos clients. Et donc, mon conseil, c'est de ne pas vous lancer à l'international dès le début, c'est déjà vérifier que votre concept fonctionne en français, d'avoir des très bons résultats en français, et de libérer ensuite de la trésorerie pour étendre votre marché sur un autre pays comme l'Italie, l'Allemagne ou l'Espagne par exemple. Et enfin, je vais terminer cette vidéo qui est déjà trop longue sur quelques erreurs que j'ai vues, euh, qui parfois sont même récurrentes sur des lancements de sites WooCommerce ou même des erreurs dont on s'aperçoit quelques années après. Et la principale, c'est de ne pas avoir pris le temps de comprendre comment fonctionne WooCommerce, en particulier au niveau des catégories, des menus, euh, des produits, de tout ce qui est classe d'expédition, de la TVA, les options de livraison, etc. Et donc de ne pas avoir fait les bons choix et de devoir retravailler parfois des centaines de produits pour que ça fonctionne mieux. Il y a également le fait de ne pas s'être renseigné déjà sur les fonctionnalités disponibles en natif dans WooCommerce et d'avoir recours à des extensions parfois qui font pratiquement la même chose, à 90% la même chose que WooCommerce en classique. Et donc là, tout le travail, c'est de défaire ce qui a été fait avec l'extension pour le refaire dans WooCommerce d'une manière acceptable et de supprimer l'extension pour avoir donc moins de coûts et des facilités de mise à jour et de maintenance du site. Ce qui est vraiment régulier, c'est de ne pas faire appel à un consultant en référencement dès le début, et donc d'avoir des mauvaises habitudes, de faire un site qui est mal construit. Et donc, quand moi j'arrive un peu plus tard, généralement les coûts sont beaucoup plus importants, puisque je vais demander des nouvelles façons de rédiger les fiches produits, des nouvelles façons de rédiger les catégories, etc. Et tout ça, ça a un coût qu'on sous-estime généralement, parce que sur des sites qui ont des nombreux produits, bah, ça va vous prendre des jours, voire des semaines de tout refaire. Et c'est du temps monopolisé par les équipes. Et donc, les équipes ne peuvent pas travailler sur autre chose, par exemple l'ajout de nouveaux produits pendant ce temps-là, le support client, etc. Donc le menu utilisateur, j'en ai déjà longuement parlé, mais c'est vraiment très important. Le maillage interne, c'est-à-dire la façon dont les liens sont faits entre les produits, entre les catégories, c'est également très important et à étudier de près. La conséquence, si on fait mal les choses, c'est qu'on peut se retrouver à faire de nombreuses redirections sur le site, euh, mais également de perdre des classements sur Google pendant quelques semaines, le temps que
tout revient tout revienne en ordre et donc partir sur des meilleurs classements sur Google. Et enfin, j'en ai pas mal parlé également, partir trop vite sur une traduction du site dans d'autres langues, ce qui va également avoir un coût important pour des résultats pas forcément géniaux. Donc voilà, c'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes arrivé jusque-là, ben, pourquoi pas mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner et n'hésitez pas à me demander en commentaire si il y a des points que vous aimeriez que j'éclaircisse ou des choses que vous voudriez que je développe et dont j'ai parlé dans cette vidéo. Donc je vous dis au revoir, à bientôt et bon référencement.